qui apprécie, c'est la zik des gentlemen. La swag est galsène, tirée à 4 épingles. Mature ou capricieuse, c'est comme ça qu'on t'aime. La life est douloureuse, c'est comme ça qu'on l'aime, baby. City on fire. Hey. Boy, on est toujours OK. Tu vas croire qu'on est dopé. Les gosses sont toujours OK. Homie, jamais on tape. Bande d'enfoirés, on dit quoi? Découpé, MC Boy, Omzo, Tam New, Ubi, Dibi, Terry, et MC par kilo, Mariné, Senjiko, Solo, Sen, Manageri, Ice-String en Nylon, le Highlander parcours en Dylan, Codel pendant 1000 ans, avec 10 eu millions de pilons, et ni l'un ni le boy n'ose ouvrir sa boca, sinon d'un que anesthésié comme la coca. Bonsoir Nix. Bonsoir. Bienvenue à Guinée. Merci. C'est pas ta première fois, je crois. Non, c'est pas ma première fois. J'ai eu la chance de venir plusieurs fois, on va dire entre 2004 et 2012. Je suis venu à plusieurs reprises, mais depuis 2012, j'étais pas venu. Donc ça fait facilement 7 années sont passées, quoi. Entre-temps, ouais. Ok, et justement, tu as un public plus large un peu partout en Afrique et tout ça. Oui. Et en Guinée, est-ce que tu as réussi à faire des concerts ici? Oui, j'en ai fait à l'époque, donc comme je t'ai dit, quand je venais entre 2004 et 2012, j'avais pu faire quelques concerts, notamment le festival Le Rap aussi, à l'époque où le festival marchait bien. Ensuite, j'ai fait quelques collaborations, notamment une collab avec Albert Kexon. J'avoue que je suis débordé, peu de temps à consacrer. J'atterris à 8h50, un café, je suis refait. J'ai le temps de faire un hit, une interview, peut-être un clip. Je suis venu en concert, faire kiffer mon public. Ils savent que je rappe comme personne, yeah, demande à Kexon, N-Easy. Rien que la chante féminine affectionne. J'avais aussi je connaissais aussi Takana à l'époque que j'avais rencontré au Mali. Et j'ai eu l'occasion de partager une scène avec lui et Albert Kexon justement. C'était lors de ma dernière venue en Guinée en 2012. D'accord. On t'a vu aussi dans un couplet sur un morceau de Fodé Barreau. Oui. Comment s'attacher à cette vie s'il faut la quitter aussi? Faut côtoyer la chance, mais bon c'est elle qui choisit. D'une enfance douloureuse jusqu'au podium de Yves. La route du succès creuse, puis un jour tu y arrives. Et c'était à quelle occasion? C'était pour rendre hommage à, je crois, à une dame qui est décédée. Exactement. Alors Fodé Barreau était genre déjà comme un grand frère, un tonton, je vais dire même pour moi. Je l'ai connu à travers Philippe Montero. Et on a eu l'occasion justement de collaborer déjà sur des projets à lui. On avait fait genre 2 morceaux pour son album. Et parmi ces 2 morceaux, il y avait justement ce son, le morceau DJ à Katusha, qui était un mannequin d'origine guinéenne, justement, qui a eu une mort un peu tragique. Et voilà, on a fait un morceau, comme elle était très proche de Fodé Barreau, on a fait un morceau pour lui rendre hommage. D'accord. Dans Style de vie, tu dis que tu as fait le buzz dans toute l'Afrique. Obsédé par l'écriture, le style et la zigmu. Mon buzz est passé par l'Afrique d'abord comme la côte pure et la monture. Au bled seul overdose, on me consomme comme l'air pur. Coupé à la poussière sûre, baby je suis ill. Fan des X-Men, depuis hostile. Et puis, es-tu conscient de l'influence que tu as eue sur la nouvelle génération de rappeurs francophones? Ouais, j'en prends conscience jusqu'à aujourd'hui parce que souvent sur mon Twitter ou sur mon Instagram ou Facebook, je reçois parfois des messages de rappeurs voilà, d'un peu partout en Afrique et qui me reparlent de mes anciens morceaux, genre qu'ils ont écouté ça, que ça les a inspirés, etc. etc. Et je trouve ça, ouais, ça c'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour moi, même cette année au Hip Hop Awards au Sénégal, enfin l'année dernière, en décembre dernier. Chaque année, il y a un cypher en fait. Et le cypher de cette année, c'était sur un instrumental à moi, donc Raprec, qui était un son de 2004, où tous les rappeurs de la nouvelle génération ont posé un couplet aujourd'hui pour le cypher. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qui me fait beaucoup plaisir. On t'a vu aussi récemment avec l'équipe No Beat, où tu as posé sur un couplet. Ouais, ici y a pas de tics, si t'envoies des pics, on bloque ta tête entre la snare et le kick. Ce n'est pas bon, mais ça m'excite. Quels sont vos rapports? Alors l'équipe No Beat, déjà c'est des artistes que j'aime bien, que je suis depuis les premiers morceaux qu'ils avaient sortis. On était rentré en contact il y a quelques années déjà, mais entre temps j'avais pas eu l'occasion de retourner à Abidjan. La dernière fois que je suis allé à Abidjan, ils n'étaient pas là.
Ils étaient en tournée, donc j'avais pas pu les capter. Ensuite, ils sont venus à Dakar récemment là, pour un show. Voilà, et c'est là où on a connecté. Voilà, ils ont dit qu'ils préparaient un morceau et qu'ils voudraient certainement que je pose sur le remix, etc. Et donc ensuite, ça s'est fait, quoi. Okay. Moi, je t'ai découvert quand je faisais, je crois, la 11e année. C'était sur le morceau La musique, c'est tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai, ouais. Cette musique, c'est tout ce que j'ai. MC, plus qu'une vocation, une philosophie. Parfois, je manque d'inspi, donc cherche 15 piges. Le temps crève, je vois que c'est loin de la coupe aux lèvres. J'ai pété un câble. Ok, Ce morceau, est-ce que tu peux me parler de l'anecdote de ce morceau? Comment tu l'as conçu? La prod et tout ça. Ouais, la prod. Alors, ce que je peux dire sur tout ce que j'ai, je sortais. Pourquoi est-ce que ce morceau est chargé d'histoire et d'émotions? C'est parce que j'étais d'abord avec mon groupe qui s'appelait Kancholi à l'époque. Ensuite, on s'est séparés pour diverses raisons. Voilà, chacun avait un peu d'autres projets. Moi, je voulais continuer. Et si tu veux, ce morceau, c'était un peu une manière de me déverser en fait. C'était un peu tout ce que je ressentais à ce moment-là parce que je voulais faire un album solo, mais je ne savais pas s'il allait sortir. Je ne savais pas si la malédiction, on va dire, qui avait suivi mon groupe allait me suivre moi aussi. Donc, du coup, voilà, c'est la raison pour laquelle c'est un morceau chargé d'émotions. Pour l'instrumental, j'étais allé voir Ryan, donc Kaïd, qui était dans un groupe qui s'appelle Chronique 2H, qui était un groupe phare aussi des années 2000 au Sénégal. Et Kaïd était un super compositeur, je suis allé le voir et je me souviens, je lui ai dit fais-moi un instru avec un peu la vibe de... Je lui ai donné comme exemple un son de Jay-Z. Je lui avais dit la vibe de Hard Knock Life de Jay-Z. Okay. Tu vois, un son un peu posé où tu peux balancer des lyrics et dire vraiment des choses, etc. Et puis voilà, il a fait tout ce que j'ai, quoi. Il a fait l'instru, j'ai validé direct. Et puis voilà, on a posé. Et ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Un de mes plus gros morceaux, je pense, un de mes plus gros classiques, quoi. D'accord. Et on t'a vu aussi sur un freestyle Trophy. Ah, Trophies, ouais. Que tu as fait aux États-Unis. À New York, ouais. Que j'ai particulièrement super aimé. Ouais, merci. Où tu dis dans le morceau que tu as fait plusieurs MC. Et un truc comme ça, du genre. MC, je t'ai mis au monde, ouais, je suis père et mère. Éducateur, coach, boss, médecin sans frontières. Soigne ta lady matin, midi, soir. 6 morceaux dans la posologie. Ce rap game, c'est mon urinoir. Je pisse dedans, puis je vais au lit. Tu as excellé dans l'ego trip et tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, au début de ta carrière, vu que le rap africain était axé sur le rap conscient et tout ça, est-ce que tu n'étais pas seul dans ton combat et tout ça? Parce que toi, tu étais dans un rap game, tu étais mal compris, on dirait. Oui, bah après j'ai longtemps été incompris, on va dire, au Sénégal. Mais pour moi, je veux dire, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui, même des artistes peintres, même des cinéastes, etc., qui à la fin de leur carrière, tout le monde dit, en fait, ils étaient incompris, mais au final, ils étaient sur une bonne voie, où on dit, ouais, c'était des génies, ou quelque chose comme ça. Donc pour moi, être incompris, c'est pas une mauvaise chose en soi. Après, moi, je suis un artiste, donc je fais vraiment ce que je ressens, parce que pour moi, c'est ça, l'art, c'est ça aussi. C'est savoir transformer vraiment ton ressenti, ce que tu vois, ce que tu vis, à travers l'art que tu as choisi, donc en l'occurrence pour moi la musique, et de la faire de manière naturelle. Donc pour moi l'ego trip, tout ça c'était quelque chose de naturel, c'est quelque chose que j'aimais. Donc il n'y avait pas de raison que je le change juste parce que ce n'était pas la mouvance dans laquelle tous les autres rappeurs étaient. Et aujourd'hui tu penses avoir eu raison sur les autres parce que c'est ce qui se fait aujourd'hui? Non, en fait, disons que je ne cherche pas à avoir raison sur les autres, en fait. Tu vois, parce que eux aussi, dans ce qu'ils font, ils ont raison, parce que c'est ce qu'ils sentent. Pour moi, c'est ça le plus important. Moi, je fais ce que je sens. Aujourd'hui, bon, bien évidemment, on a beaucoup de rappeurs qui ont été influencés peut-être par ça et qui, justement, ont emprunté cette voie. C'est bien pour eux. Mais je pense juste que l'art est vaste et chacun a le droit de faire ce qu'il veut et on doit respecter chacun son créneau. On te critiquait souvent d'exceller dans le rap avec les lyrics en français et tout ça, parce qu'au Sénégal, il y a le Wolof et tout ça qui domine. Est-ce que ça t'a pas, c'est pas ce qui t'a poussé un petit peu dernièrement à sortir des albums purement Wolof? Oui, ça fait partie de ce qui m'a poussé. Disons que
quand j'ai commencé à rapper en français, ça m'a ouvert directement un public en Afrique en fait, et partout même. Dans tous les pays francophones, ça m'a ouvert donc des portes, ce qui est très bien, mais au fur et à mesure que j'avançais, au Sénégal, ça devenait un peu plus compliqué parce que ils avaient du mal à intégrer le fait que je sois sénégalais, né, grandi à Dakar, et que je rappe purement en français comme un rappeur français en fait. Donc du coup, c'était un peu... ils avaient de plus en plus de mal à intégrer ça. Donc je voulais pas justement... je voulais pas créer cette scission entre moi et mon public. Je tenais à rester genre proche d'eux et j'ai compris qu'il fallait à un moment revenir un peu sur le Wolof pour reconnecter avec eux. Et même pour moi, artistiquement, c'était intéressant parce que ça me permettait de sortir de ma zone de confort, de me réinventer artistiquement, de me challenger encore à nouveau sur des nouveaux projets voilà, qui ne ressemblent pas aux autres. Et voilà, c'était une bonne chose. C'est une expérience vraiment que j'ai appréciée. L'art de vivre. Ta définition, c'est quoi exactement? C'est... Qui est un de tes albums d'ailleurs. Ouais, c'est un de mes albums en fait. Et pour moi, c'est une définition de la vie en tant que telle parce que dans tout ce qu'on vit, en fait, on construit quelque chose. Donc tu construis soit une carrière, soit tu construis une famille, soit tu construis je sais pas moi, une maison, ou si tu es un journaliste, voilà, tu construis... des articles, voilà, tout est vraiment dans, on va dire, la construction de quelque chose en tant qu'être humain. Et voilà, et à la fin de ta vie, voilà, c'est un peu ton héritage. Voilà ce que tu as laissé, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as construit. Et ça reste de l'art pour moi, tu vois. Et, parce que chacun le fait à sa manière, avec son ressenti, avec son expérience, etc. Et voilà pourquoi, pour moi, le terme l'art de vivre est un terme qui peut être emprunté par tout le monde. En fait. Voilà la raison pour laquelle j'ai appelé cet album l'art de vivre. Tu as 8 albums sur le marché. Oui, j'ai 8 projets. Ouais, 8 projets. 8 projets. Ouais, donc il y a les solos et les projets en commun, etc. Et dis-moi exactement, si il fallait choisir en fait, quel est ton album le plus abouti? That's a good question. Je pense que mon album le plus abouti, c'est le dernier. Je pense que c'est EMW2 de Newless. Je pense que c'est le plus abouti. Décapité par le chef, Highlander. Vieux père, Boudou, Maguette, Highlander. Parce que aujourd'hui, voilà, j'ai 40 ans, j'ai beaucoup d'expérience dans la musique, j'ai osé faire des choses que je ne faisais pas avant sur cet album-là. Je chante, je rappe, j'ai emprunté toutes les influences. Tu as du jazz, tu as de la soul, tu as de l'afrobeat, tu as du mbalar. Tu as de la musique mandingue, tu as toutes les influences dans cet album en fait. Et le mélange est homogène et réussi, donc je pense que c'est mon album le plus abouti. D'accord. The Newless, j'estime que c'est un album d'une revendication identitaire. Aussi, en effet. Et pourquoi... toi qui vis au Sénégal et tout ça, pourquoi exprimer ce ressenti-là, sachant que tu ne vis pas en Occident, tu es au Sénégal? Bah, déjà, une chose, c'est qu'aujourd'hui, les peuples africains sont dispersés. On n'est pas qu'en Afrique, on est partout. Les Africains voyagent beaucoup, aux États-Unis, en Europe, en Asie, ils sont partout. Donc je pense que c'est important de pouvoir, là où ils sont, les toucher avec un message, voilà, avec une identité forte pour qu'ils puissent, justement s'appuyer là-dessus et continuer leur combat, parce que là-bas aussi c'est un combat. On sait que c'est pas évident quand tu es un étranger, surtout un Africain, parce que quand tu es africain et que tu vis ailleurs, on dit que tu es un migrant, un immigré, donc tu n'es pas considéré comme un expat. Voilà. Tu es un immigré. Tu es un immigré. Donc voilà, je pense que c'est important aujourd'hui de leur rappeler que voilà, on est beau, on est fort, on est intelligent, on est créatif, et voilà, de leur donner de la force. J'ai suivi un de tes freestyles aussi où tu dis le shawarma n'est jamais sans piment et qu'il y a quelqu'un qui ment toujours aux 20 h.
La tête en conflit comme le continent. Le shawarma est jamais sans piment. Aux 20h, y a toujours quelqu'un qui ment. Comme la terminaison de sentiments. Yeah. Comme la terminaison de sentiments. De Nunes. Ah ouais, yeah. C'est vrai, c'était sur... sur un freestyle, ouais, sur un freestyle, ouais, sur une radio, oui. Okay. C'est vrai. Et selon toi, les médias, aujourd'hui, leur place, c'est-à-dire, ils fabriquent des menteurs selon Non, toi? non, non. En fait, quand je dis aux 20h, il y a toujours quelqu'un qui ment. C'est-à-dire que tu as toujours une part de vérité, une part de... Voilà, parce camouflé parce que on sait qu'aujourd'hui, les médias, parfois, ne sont pas très indépendants. Okay. Même si tu as des journalistes qui sont indépendants et qui veulent en général dire la vérité, mais un média, plus il grossit, plus parfois il est sujet. Exactement. Et souvent, parfois quand une information n'arrange pas l'opinion publique, bah, elle est cachée ou alors elle est travestie justement pour donner ce que le peuple veut, ou en tout cas pour arranger soit une entité, etc. C'est pourquoi j'ai dit au 20h, il y a toujours quelqu'un qui ment. Parce que même dans une interview ou dans un micro-trottoir voilà, qui a été enregistré pour le 20h, quelqu'un peut très bien dire un truc qui est faux. En fait. Donc voilà, c'est une manière de dire que voilà, les émissions à forte audience ne disent pas forcément tout le temps la vérité. D'accord. Et tu as réussi aussi à créer une plateforme de streaming pour aider les artistes en Afrique. Exactement, et tout ça. Oui. Parle-nous un petit peu de ce projet. Ouais, alors j'ai lancé il y a 1 an et quelques une plateforme qui s'appelle Dido. Donc D2EDO. C'est une plateforme de streaming, une plateforme panafricaine de streaming où tu as aujourd'hui 9 millions de titres. Et ça va grossir. On a un gros catalogue déjà. On est multicatalogue, multi-pays. Donc pour l'instant, on a lancé au début Sénégal, France, Mali, Côte d'Ivoire. Là, on est en train de lancer justement Guinée, Cameroun, Gabon, Angleterre, d'autres pays. Il y en a beaucoup, il faut que je regarde, mais on est en train de lancer pas mal de pays là. Et justement, l'idée, c'est de créer une sorte de plateforme un peu comme Spotify ou Deezer, qui sont aujourd'hui les plateformes majeures qui distribuent la musique mondiale. Mais c'est des plateformes aujourd'hui qui ne touchent pas le continent. Par exemple, pour te donner un exemple, Spotify n'accepte pas les cartes bancaires africaines, par exemple. Apple Music, tu ne peux pas t'inscrire dessus si tu n'as pas un compte aux États-Unis ou en France ou dans un pays étranger. Donc c'est difficile pour nous, Africains, d'accéder à ces plateformes. Ça, c'est une chose. En plus, il faut forcément une carte bancaire et le taux de bancarisation est trop faible en Afrique. Donc du coup, on est mis en rade en fait. Et donc du coup, en plus de ça, le souci qu'on a avec ces plateformes-là, c'est que le contenu ne correspond pas à ce que l'Afrique veut aujourd'hui. L'Afrique aujourd'hui veut consommer sa musique, l'Afrique est friande de sa propre musique et tout. Je pense que c'est important de créer une plateforme où dès que tu es sur la front page de la plateforme, tu as la musique que tu aimes. Tu peux cliquer sur le drapeau de la Guinée et tu as une playlist guinéenne toute prête. Tu cliques sur le Cameroun, c'est pareil. Sénégal, pareil. Mali, pareil. Afrique du Sud, pareil, etc. Donc voilà ce qu'on a fait. C'est une plateforme aujourd'hui où tu peux cliquer sur un drapeau et tu as une playlist toute faite. Tu peux cliquer sur le genre de musique que tu veux et tu as une playlist toute faite. Tu as plein d'artistes qui sont dessus, les nouveautés. On a même une rubrique qui s'appelle Monumentum, qui est une rubrique dédié au patrimoine de la musique africaine, donc tous les artistes africains qui sont décédés, qui nous ont fait danser quand on était jeunes, qui ont bercé nos parents, etc. Voilà, on les retrouve aujourd'hui sur la plateforme. D'accord. Tu es aussi entrepreneur, c'est ce que je vois. Quand tu regardes toute ta carrière et tout ça, tu regardes dans le rétroviseur, est-ce que tu penses que on t'a donné en fait réellement ta valeur en fait, est-ce que la nouvelle génération t'a renvoyé l'ascenseur? Parce que réellement, tu as été influent. C'est une bonne question. Je pense que oui, parce que je reçois quand même beaucoup de messages sympas, ou même quand je croise des artistes, quand je voyage, je reçois beaucoup de messages sympas d'artistes qui me disent voilà, on t'a beaucoup écouté. Je pense que, en gros, ce que je peux dire, c'est que moi, en tant qu'artiste, j'ai plus influencé une génération hip-hop, genre, donc justement d'artistes, que le public.
J'ai eu plus d'impact au niveau des artistes qu'au niveau du public. Exact. Parce que j'ai jamais vraiment fait une musique très commerciale. J'ai toujours été un peu trop avant-gardiste, je pense. Et donc ça parlait plus aux artistes en fait. Donc ouais, aujourd'hui je pense que j'ai plus eu une influence sur les artistes que sur le public. Tu es aussi un grand gentleman, ça se voit dans tes morceaux. Ouais. Tu mets les filles en avant et tout ça. Notamment cette zik de gentleman et tout ça. Ce soir on est refait, larguer les amarres, les divas veulent s'évader. D'ailleurs comme tous les soirs, mamie fait ton show, bouteille dans le seau. Bien sûr on fait l'after, elles veulent tout y faire un saut. Papi fait le beau, on sait que t'as les crocs. Mais ce soir c'est ma party, ce qui manque c'est pas les go. Est-ce que le fait d'être éduqué par sa grand-mère n'a pas impacté sur cette éducation? Bien sûr que si, j'ai été éduqué par des femmes. Ma grand-mère, ma mère, même ma grande sœur, c'est vraiment les 3 femmes avec lesquelles j'ai passé le plus de temps. Et elles ont eu bien évidemment beaucoup d'influence. Ma grand-mère était très sévère, enseignante, directrice d'école, donc elle m'a toujours suivi pour que je travaille bien à l'école. Elle a toujours été très très dure avec moi justement à ce sujet. Ma mère était un peu plus cool, mais voilà, c'est une femme forte, donc elle m'a beaucoup influencé. Ma grande sœur pareil, et puis j'ai que des sœurs, j'ai que des petites sœurs après. Donc voilà, j'ai été, voilà, on va dire, influencé par un monde de femmes, et ça se ressent aujourd'hui dans leur musique. Je leur donne beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Alors, pour terminer, les raisons de ta visite en Guinée, c'est quoi la suite logique de l'histoire? Parce que j'ai vu un snap d'un artiste, Kekson, où ça parle d'un featuring. Oui, alors Kekson déjà c'est un frère, c'est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup supporté, beaucoup suivi. On se parle tout le temps. Et voilà, j'ai eu l'occasion rapidement de venir en Guinée 2-3 jours, tu vois, relaxer un peu. Et voilà, j'en ai profité justement pour connecter Kekson, pour qu'on aille faire un son en studio. Donc ouais, on a certainement un featuring qui va arriver. Et en même temps, justement, prospecter pour Dido, pour la plateforme, parce qu'on a pas mal d'artistes guinéens déjà sur la plateforme. Donc, justement, leur parler de la plateforme et essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire un lancement officiel de Dido ici en Guinée. D'accord. Merci, Nix. C'est moi qui remercie. Allez. Merci. Merci, bonne journée. Katana, Bilou, Moutagati, Boy, Rauna, Dibiteri. Tête de mort, neck, tendance, mais tout ce que je voyais, c'est mes trophées qui me sourient. Quickening, flow, modèle aussi. Boy, éclair, like, on se mène Hennessy. Rap, Galsen, c'est ma dame, on est père et fils. Mamou, mama, tu mamou, c'est le lyriciste.